en introduction, on peut rappeler que on parle d'accident vasculaire s'agissant de l'ensemble des manifestations cliniques et paracliniques, notamment des manifestations qu'on peut retrouver à l'imagerie, on en parlera beaucoup aujourd'hui, liées à une perturbation de l'irrigation du tissu cérébral. Dans certaines définitions, d'ailleurs, on parle simplement de cellules cérébrales, donc ça peut être des zones très, très limitées. Alors là, cette question est particulièrement importante dans l'enseignement sur la drépanocytose pour diverses raisons. D'abord pour des raisons épidémiologiques, puisque la fréquence des AVC est extrêmement élevée, enfin est relativement élevée, j'allais dire, au cours de la drépanocytose, puisque dans certaines données, on parle de 0,5 à 1% patients année chez les patients porteurs de syndrome drépanocytaire majeur, notamment dans les formes homozygotes SS. Les risques, en tout cas, de développer un accident vasculaire cérébral sont extrêmement élevés chez le patient drépanocytaire. La fréquence de ces accidents vasculaires cérébraux est estimée à 200 fois plus en termes de 200 fois plus élevé donc, que dans la population générale. Donc, ce qui est extrêmement important. L'autre niveau d'intérêt, c'est un intérêt diagnostique parce que sur le plan clinique, certes, le tableau clinique d'un accident vasculaire cérébral, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, quelle que soit la cause, est essentiellement une sémiologie déficitaire. Mais dans les AVC chez le drépanocytaire, il existe des manifestations, des accidents infracliniques, disons cliniquement asymptomatiques, appelés AVC infraclinique ou bien AVC silencieux. Dans tous les cas, la confirmation du diagnostic de l'accident vasculaire cérébral devra se faire au minimum par une tomodensitométrie et mieux par l'IRM ou l'ARM cérébral qui peut permettre surtout non seulement de poser le diagnostic, de confirmer le diagnostic d'accident vasculaire cérébral, mais de distinguer les accidents ischémiques qui sont les plus fréquents des accidents hémorragiques qui sont particulièrement dangereux. Le troisième niveau d'intérêt, c'est un intérêt pronostique parce que sur le terrain des syndromes drépanocytaires majeurs, un accident vasculaire cérébral a tendance à récidiver de façon très, très fréquente. On estime à 67% le risque de récidive lorsque la prise en charge, disons, appropriée n'est pas mise en route. Cette prise en charge, le docteur Françoise Bernoudin vous en parlera beaucoup. Et enfin, il y a un intérêt thérapeutique parce que la prise en charge est relativement bien codifiée, basée sur la transfusion sanguine et mieux l'échange transfusionnel pour amener le taux d'hémoglobine S à des valeurs relativement basses. Et éventuellement, en combinaison avec l'hydroxyurée dans certaines indications, dont Françoise vous parlera tout à l'heure. La prévention de ces accidents vasculaires, c'est surtout ça qui est le point d'intérêt. Ça, ce sera l'objet du cours que nous ferons après, dans la seconde partie, pour éviter ces accidents. Donc, cette prévention est possible. Elle repose sur un dépistage précoce de la drépanocytose et la mise en route d'un programme de dépistage systématique de la vasculopathie cérébrale dès l'âge de 2 ans. Merci François, à vous la parole. Merci beaucoup Ibrahima. Alors, on va parler un petit peu de physiopathologie de la vasculopathie cérébrale pour montrer qu'elle repose surtout sur une apparition progressive en fait de lésions sténotiques. Comme vous voyez en fait ici, les globules rouges arrivent très vite du fait de l'anémie et ils vont altérer la paroi, léser l'endothélium qui va réagir en s'hyperplasiant et ce qui va aboutir à des sténoses qui vont se constituer progressivement. Et là, à l'occasion de la falciformation de l'hémoglobine S, il va y avoir formation d'un thrombus, d'une occlusion et donc de la survenue d'un accident vasculaire cérébral. Alors ça, c'est vraiment la grosse partie, c'est les 3/4 de la vasculopathie cérébrale de l'enfant drépanocytaire. Mais il existe aussi ce qu'on appelle une microvasculopathie, enfin une vasculopathie des petits vaisseaux, qu'on va détecter ça à l'IRM, qui est due surtout l'effet sludge au niveau des petits vaisseaux.
mais aussi à une hypoxie, un manque d'oxygène en fait en aval des sténoses. Alors, on l'a vu, c'est une maladie progressive, hein, c'est surtout une occlusion progressive des sylviennes, des cérébrales moyennes. Et puis, l'organisme va réagir par le développement d'un réseau moya-moya qui est fait d'artères péréférentes qui sont très fragiles et qui risquent donc de se rompre. Donc, comme vous le voyez à droite sur le schéma de Wenner-Frimpong, qui est très important, on vous montre que les AVC ischémiques surviennent surtout dans l'enfance, avec un rebond après au cours du vieillissement, hein, comme chez les sujets normaux. Mais dans la seconde phase de la vie, vous voyez, entre 20 et 35 ans, ce sont surtout des AVC ischémiques que l'on va voir en rapport avec ces ruptures du réseau moya-moya très fragile. Alors, qu'en est-il du risque d'AVC chez les enfants? Donc, comme l'a dit Ibrahima, c'est un risque multiplié par 200. Et vous voyez que quand on ne faisait pas le Doppler transcrânien, le risque d'avoir un AVC avant l'âge de 18 ans était de l'ordre de 10-11%. Avec une période qui est la plus à risque, qui est l'âge de 5 à 10 ans, vous voyez, 37% des AVC surviennent dans cette tranche d'âge, mais ils peuvent apparaître dès la deuxième année de vie, ça c'est absolument certain. Alors, comment on détecte ce risque? Eh bien, par le Doppler transcrânien, qui est une technique, comme vous le voyez là sur la photo, on utilise la fenêtre temporale. C'est une technique qui est bien non invasive, très bien supportée. Et ce qu'on enregistre, en fait, c'est la vitesse moyenne des vitesses maximales. Alors, ce n'est pas la vitesse maximale systolique, hein, ça, il faut faire très attention, c'est la vitesse moyenne des vitesses maximales. Et donc, cette vitesse, elle est inversement corrélée au diamètre et à l'hématocrite, c'est-à-dire plus un enfant est anémique et plus les vitesses seront élevées, mais aussi plus il y a une sténose, si vous voulez, si c'est sténosé, c'est comme un tuyau d'arrosage qu'on serre, et bien au niveau de la sténose, du rétrécissement, les vitesses se sont accélérées. Et donc, ce Doppler transcrânien permet la détection des patients à risque d'AVC. Et donc, les études d'Adams, un Américain, ont très bien montré que des vitesses supérieures ou égales à 200 cm par seconde exposaient donc les enfants à un risque d'AVC. Alors, ce risque, quand les vitesses, vous voyez, sont supérieures à 200, il est de 40% dans les 3 ans, donc c'est vraiment un risque très important. Si les vitesses sont seulement limites, enfin entre 170 et 199, il est de 7%, et il reste quand même un risque de 2%, même avec un Doppler normal. Donc ça, c'est les études d'Adams qui sont très importantes. Qu'en est-il dans une cohorte néonatale? Donc, on a vu que le risque avant le dépistage, hein, on a vu qu'il était de 11%. Mais depuis le dépistage par Doppler transcrânien dès la deuxième année de vie et la mise en route d'un programme transfusionnel chez ceux qui sont détectés à risque, l'incidence cumulée d'AVC, donc c'est ce qu'on a observé dans la cohorte néonatale de Créteil, le risque a été diminué à moins de 2% à l'âge de 18 ans. Ça a été aussi retrouvé dans la cohorte de Philadelphie. Donc là, vraiment, c'est quelque chose de très positif, hein, qui a vraiment modifié la prise en charge des enfants. C'est cette diminution du risque d'AVC qui, grâce au dépistage et grâce à la mise en route d'un programme transfusionnel, qui a permis de réduire très significativement ce risque. Alors, plus récemment, en fait, il a été montré, hein, par plusieurs études que la partie aussi extracrânienne, hein, de la carotide interne, donc la partie cervicale de la carotide interne, pouvait être aussi concernée par l'artériopathie de la drépanocytose. Et donc, ceci nécessite un abord différent qui est par la voie sous-mandibulaire que vous voyez ici. Mais pour ça, il faut un échographe Doppler couleur, hein, qui est finalement un échographe différent de celui qui est utilisé par Adams et qui est, les Américains utilisaient surtout des non-imaging, hein, sans céder de la couleur, et c'est donc plus difficile d'explorer cette partie extracrânienne. Vous voyez là sur la droite, vous avez ici la partie qu'on explore par le Doppler transcrânien,
et ici la partie extracrânienne de la carotide interne qui s'explore donc par voie sous-mandibulaire. Alors, cette étude, effectivement, a permis, c'est des images de Suzanne Verlac qui montrent qu'il peut y avoir des sténoses sur des boucles, ça peut être aussi sur des artères droites, comme ici, ou au niveau où ça entre dans le sinus pétreux. Alors ça, c'est un exemple, je vous montre, mais parce que c'est très fréquemment comme ça. Donc, c'est une histoire ancienne d'une enfant qui avait fait un AVC sylvien. Donc, vous voyez à l'imagerie, on voit bien l'AVC sylvien. On voit qu'il y a une occlusion en fait de la cérébrale moyenne. Et du côté de la thrombose, enfin du côté de l'occlusion, vous voyez que les flux sont très bas. Et par contre, en fait, de l'autre côté, il existe aussi des flux pathologiques puisque les vitesses sont au-dessus des 200. Et donc, c'est souvent comme ça, en fait, la vasculopathie est en fait bilatérale dans la drépanocytose. Alors, quelle est la place de l'angio-MR? Alors, je sais bien que vous avez, enfin, en Afrique, c'est difficile déjà de recourir à ces examens-là, mais la question s'est posée dans les pays à haut revenu. Mais en fait, l'angio-MR, si vous voulez, ne détrône pas le Doppler transcrânien parce que les vitesses anormales au Doppler transcrânien précèdent l'apparition des vraies sténoses. Donc, ça n'a pas du tout, le Doppler reste vraiment l'examen à faire en premier chez les jeunes enfants. Alors, quels sont les facteurs de risque de cette vasculopathie cérébrale? Eh bien, dans un article de Winifred Pong de 98, il a été montré que les antécédents d'accidents ischémiques transitoires, la survenue d'un syndrome thoracique au cours des 2 dernières semaines, le nombre de syndromes thoraciques par an, le degré de l'anémie et une relative hypertension étaient des facteurs associés au risque d'AVC clinique. Bon, tout ça, c'était donc avant le dépistage par Doppler transcrânien. Depuis qu'on dépiste par le Doppler transcrânien, eh bien dans l'étude de cohorte de Créteil, nous avons pu montrer que parmi des facteurs génétiques, le déficit en G6PD augmentait le risque par 2, que l'absence d'alpha-thalassémie aussi multipliait le risque. Ça a été bien montré pour les AVC, que la présence d'une alpha-thalassémie protège relativement contre les AVC. Et puis le degré de l'hémolyse, alors surtout l'hyperréticulocytose, vous voyez, augmente le risque de Doppler pathologique, et tous ces facteurs-là sont significatifs de façon indépendante. Alors, les facteurs de risque de sténose, eh bien, bon, les sténoses sont extrêmement associées au fait d'avoir des vitesses pathologiques. Vous voyez que devant des vitesses pathologiques, le risque de sténose est multiplié par 12. Alors maintenant, les AVC infracliniques, donc, comme l'a dit Ibrahima, donc, en fait, ce sont il n'y a pas eu de signe clinique, il n'y a pas eu de signe clinique, mais par contre, c'est l'IRM qui révèle la présence de lésions ischémiques qui se manifestent par des petites taches blanches en T2. Les risques d'AVC infraclinique, c'est la présence quand même de sténose intracrânienne. Et puis aussi, donc, il a été retrouvé que le sexe mâle exposait plus à ce risque-là, et le nombre de syndromes thoraciques et le degré de l'anémie et de l'hypertension. Alors ça a été plus récent, il a été montré donc par l'équipe de Dowling que en fait au cours d'anémie aiguë, il existait en fait des lésions ischémiques qui pouvaient se voir transitoirement à l'IRM, et qui soit évoluaient vers la persistance de lésions infracliniques, donc ce qu'on appelle les AVC silencieux, comme ici, vous voyez, il reste une petite séquelle, ou soit disparaissaient complètement. Mais en tout cas, donc, cette étude a montré que l'anémie aiguë était moins bien supportée qu'on pouvait peut-être l'imaginer au départ, et que ça laissait des traces. Du coup, on avait repris dans la cohorte de Créteil, si vous voulez, après cette notion-là, on avait recherché donc les facteurs
significatif de risque d'AVC silencieux. Et on avait donc retrouvé l'anémie de base importante, moins de 7 grammes, le nombre aussi annuel d'accidents anémiques aigus et l'existence de sténose extracrânienne isolée. Donc, c'était le moment où Suzanne Verlaque avait commencé l'exploration, c'était à partir de 2011, l'exploration des extracrâniennes. Et vous voyez que du coup, on avait trouvé que l'existence d'une sténose extracrânienne multipliait par un facteur 3 le risque d'avoir des lésions infracliniques. Mais les sténoses n'expliquent pas tout, parce que si vous voulez, dans notre expérience de greffe, hein, où on avait 57 patients ayant des antécédents d'AVC, eh bien, on a observé une seule récidive d'AVC post-greffe, hein, ce qui fait un risque de récidive inférieur à 2%. Donc, en fait, chez un patient, bien qu'il ait des sténoses très, très importantes, après greffe, le risque d'AVC est extrêmement minime. Donc, en fait, la présence de sténose, finalement, ne suffit pas pour être responsable d'un AVC. Il faut que sur une sténose, il se surajoute un problème d'anémie ou d'hypovolémie ou d'hypoxie. Hein, donc, ça, c'est une notion importante. Et vraiment, la greffe, on va le voir, protège très bien de ce risque de récidive. Alors, bon, voilà un petit peu où on en est en ce moment, comment on conçoit les facteurs de risque. Eh bien, avant le Doppler pathologique, si vous voulez, on a vu l'absence d'alpha-thalassémie qui augmente, le déficit en G6PD, l'hyperleucocytose, le degré de l'hémolyse, l'anémie sévère. Le Doppler pathologique en lui-même va favoriser la survenue de sténose intracrânienne qui, secondairement, vont favoriser l'apparition de moya-moya. Sténose intracrânienne et vitesse élevée vont favoriser la survenue d'AVC clinique et infraclinique. Et puis, donc, cette notion plus récente qu'il existe aussi des vitesses pathologiques en extracrânien qui aboutissent à des sténoses extracrâniennes qui, elles aussi, vont favoriser les AVC cliniques et infracliniques. Alors là, il y a un problème, c'est les plicatures. Hein. Alors, ces plicatures, c'est des tortuosités au niveau de la carotide interne. Il y a une part génétique, voilà, mais on vient de montrer qu'en fait, à côté d'une nature génétique, l'anémie, en fait, et les vitesses élevées augmentaient ce risque de plicature qui, elles-mêmes, vont augmenter le risque de sténose extracrânienne. Et alors, justement, on a trouvé qu'il y avait plus de plicatures dans la population originaire du Sénégal que, par exemple, du Congo-Brazzaville. Enfin, ça, c'est une chose qui nous intéresse actuellement. Et puis, vous voyez le moya-moya qui risque donc d'entraîner l'AVC hémorragique. Et ça se voit surtout s'il se surajoute à ce moment-là une hyperleucocytose. Alors, maintenant, l'AVC clinique, vraiment. Donc, sa définition, c'est un déficit focal clinique associé à l'apparition de lésions ischémiques à l'IRM ou accompagné d'une altération neurologique ayant duré plus de 24 heures. Hein, donc, c'est la définition actuelle de l'AVC clinique. L'accident transitoire, on le définit par un déficit focal durant moins de 24 heures et qui n'est pas accompagné de lésions ischémiques à l'IRM. Alors, les signes cliniques associés sont les convulsions, une hémiparésie, une aphasie, une dysphasie. Ça peut survenir dans un contexte fébrile et un contexte de crise vaso-occlusive. Ça peut survenir au décours d'une transfusion. Bon, vous savez qu'il y a un risque quand on montre trop rapidement le taux d'hémoglobine, il y a un phénomène d'hyperviscosité qui peut être dangereux, entraîner un AVC. Mais aussi, il y a l'autre aspect au cours d'un échange. Hein, par exemple, un patient qui est anémique et qui a une sténose, c'est dangereux de faire un temps de saignée initial. Donc, il faut aussi se méfier d'un échange, du temps initial visant à diminuer le taux d'hémoglobine S. Alors, les étiologies, donc il y a l'AVC ischémique. On a vu que c'était le plus fréquent chez l'enfant. C'est donc lié à une sténose-occlusion ou à un embole. Alors, donc, chez l'enfant SS, c'est pratiquement toujours, c'est un phénomène de sténose-occlusion. Chez l'enfant SC, ça peut être un embole graisseux au cours d'une crise.
Et puis, il y a l'AVC hémorragique. Donc, on a vu que ça survient surtout dans la deuxième partie de la vie. C'est lié à une rupture du moya-moya ou d'un anévrisme. Les adultes développent des anévrismes. Ça peut être un hématome sous-dural, un extradural, une hémorragie sous-arachnoïdienne. Il faut connaître aussi la possibilité d'une thrombose du sinus longitudinal supérieur. Et puis, il y a le phénomène dont on parle plus et que vous avez sûrement été confronté avec ça, c'est le PRES syndrome, c'est l'encéphalopathie postérieure réversible qui peut être induite par exemple par les traitements corticoïdes ou par la cyclosporine ou des cours d'un syndrome thoracique avec hypertension. Et c'est un phénomène qui peut entraîner une cécité en tout cas et des convulsions heureusement transitoires. Alors, quelle va être la conduite à tenir devant un déficit neurologique focal? Tout d'abord, évidemment, faire le point de son état clinique, de la conscience et tout ça, mais recueillir aussitôt la numération pour connaître le degré de l'anémie, faire le groupe phénotype étendu autant que possible si ça n'a pas été fait, évidemment la recherche d'agglutinine irrégulière, prendre le contact avec la radiologie. Alors, comme le disait Ibrahima, enfin en tout cas, le premier examen à faire, et c'est souvent quand même le plus accessible, surtout pour vous, donc c'est le scanner, parce que le scanner sans injection va permettre donc de faire la différence entre l'accident hémorragique ou l'accident ischémique. L'accident hémorragique, on aura, ça se voit très bien au scanner, avec une image hyperdense liée à la présence de sang. Et donc, on va savoir si c'est une hémorragie intracérébrale, un sous-dural aigu, un extradural, une hémorragie sous-arachnoïdienne. Et là, évidemment, il faut prendre les contacts avec les neurochirurgiens pour adapter le traitement. Si par contre, c'est normal, il faut faire l'IRM parce que seul le scanner n'est pas suffisant en fait pour objectiver, en tout cas au début, les ischémies. Donc, l'IRM est bien sûr meilleure. Elle peut, par les techniques, les incidences de flair, objectiver une ischémie à partir de 6 heures. Par contre, les images en diffusion peuvent les détecter dès la première heure, enfin, en tout cas après 1 heure d'ischémie. Donc, si cette IRM est normale, il faut peut-être penser donc à une thrombose du sinus longitudinal supérieur et demander une angiographie veineuse si c'est possible. Et si on détecte une ischémie, il faut donc faire le bilan complet et partir pour une surveillance, enfin un traitement par échange transfusionnel dont on va parler, et avec une surveillance d'IRM et d'ARM. Alors, quels sont, vous voyez là, c'est une image donc de scanner qui ici vous montre un hématome extradural. Là, c'est un hématome intracérébral. Donc, vous voyez, ça, ce sont des accidents hémorragiques aigus, donc qui se voient aussi à l'IRM. Mais vous voyez que le scanner, en tout cas, lui, permet tout à fait de faire le diagnostic d'un AVC hémorragique. Alors, pour l'ischémie, donc c'est différent parce qu'on a besoin de l'IRM et donc des techniques en diffusion qui donnent un hypersignal très précoce pour diagnostiquer donc une ischémie. Donc, vous voyez, ça se voit très bien donc sur ces images en diffusion. Alors, quelle est la prise en charge? On a vu l'attitude numération, groupe, contact avec la radio, scanner sans injection pour éliminer l'AVC hémorragique, et puis il va falloir passer au traitement. Alors, quelle est l'attitude à avoir en urgence? Eh bien, tout va dépendre du taux d'hémoglobine au moment où le sujet fait son AVC. Si l'hémoglobine est basse, en fait, il vaut mieux commencer par une transfusion simple lente d'environ 15 millilitres kilo. D'abord, ça, on a accès plus rapidement. Par contre, si l'hémoglobine est au-dessus de 8 grammes, il faut d'emblée aller vers l'échange. Donc, un échange manuel ou l'érythrophérèse si on en dispose.
Alors, quels sont les buts? En tout cas, le but, c'est d'arriver à descendre l'hémoglobine S en dessous de 30%, et non seulement d'obtenir ce taux, mais de le maintenir dans la durée, et après de maintenir les taux d'hémoglobine entre 9 et 11 grammes. Et puis là, on part pour un protocole donc au long terme, en principe mensuel, pour obtenir ces taux-là en permanence. Alors, quelle est l'évolution post-AVC? La très grande majorité, vous voyez, c'est 98% des enfants qui vont survivre. Et 62% auront une récupération motrice complète. Mais les séquelles cognitives, en fait, se voient malheureusement dès le premier AVC. Et puis, comme l'a dit Ibrahima, il y a un très haut risque de récidive, puisque 67% vont récidiver en absence de traitement. Et le problème, donc, vous voyez, c'est 80% vont récidiver dans les 36 mois, alors que si on met en route un programme transfusionnel, ce risque diminue à 10%. Donc là, vraiment, le programme transfusionnel est vraiment, à l'heure actuelle, le meilleur traitement, la meilleure prise en charge pour la prévention secondaire, donc pour éviter les récidives des AVC. On a vu maintenant, donc on a vu que c'était le programme transfusionnel qu'il fallait mettre en route. Ça remonte, cette notion, à très longtemps, hein, ça avait été montré dès 1984, que les patients, c'était des patients qui étaient suivis par artériographie, et que ceux qui n'étaient pas transfusés, on voyait dans 3/4 des cas une progression de l'artériopathie, alors qu'on avait une stabilisation, voire une normalisation chez ceux qui étaient transfusés. Mais la notion importante à avoir, c'est que malheureusement, si on arrête les transfusions, on retombe à un risque de récidive qui est de 50%, c'est ce qu'a montré Wang. Alors, c'est aussi nuancé, il y a eu des publications plus récentes, hein, françaises, américaines et de Créteil, enfin plutôt de Lyon, que Corinne Pondaré avait fait ça à Lyon. Certains montrent en fait que les sténoses continuent quand même à progresser sous programme transfusionnel, enfin malgré le programme transfusionnel. Là, c'est la seule étude qui a montré au contraire une stabilité sous programme transfusionnel avec des échanges machines. Le problème, c'est que le programme quand même transfusionnel fait mieux que l'hydréa, en tout cas pour la prévention secondaire des AVC. Alors, l'hydréa, donc c'était un grand espoir, hein. Il y avait eu cette première publication de Ware en 1999. C'était des patients qu'on ne pouvait plus transfuser, qui étaient allo-immunisés ou des refus de programme transfusionnel. Et il y a quand même eu 19% de récidives précoces, hein, dans les 3 à 4 mois sous hydréa. Après, là, c'était un protocole ouvert. Dans un second temps, donc, il y a eu un protocole randomisé qui s'est appelé le Switch Study, qui a été publié en 2012. Ça consistait à randomiser hydréa plus saignée versus programme transfusionnel plus chélation par déferazirox. En fait, il y a eu 7 AVC dans le bras hydréa, alors qu'il n'y en a pas eu dans le bras transfusionnel. Du coup, cet essai a été prématurément interrompu. Et donc, à l'heure actuelle, hein, il reste que le programme transfusionnel est le meilleur traitement pour prévenir les récidives. Alors, tout ça est évidemment à juger, à interpréter en fonction des conditions, hein, en fonction de l'accessibilité aux transfusions, sur le plan coût, sur le plan… Voilà. Mais néanmoins, il faut quand même reconnaître que le programme transfusionnel fait mieux que l'hydroxyurée pour la prévention secondaire des AVC. Alors, qu'en est-il avec la greffe? La greffe, maintenant, c'est tout à fait consensuel, hein, que s'il existe un donneur antigéno identique, enfin HLA identique, c'est la greffe qui donne la meilleure protection, prévention des récidives. Par exemple, aux USA, sur 29 patients avec antécédents d'AVC, aucun n'a récidivé en post-greffe. Dans l'expérience française, parmi 57 avec antécédents d'AVC, il y a eu seulement une récidive post-greffe chez un patient lié à une rupture de moya-moya. Alors bon, donc je suis passée un petit peu vite, hein, on retient
la greffe fait mieux que le programme transfusionnel, qui fait mieux que l'hydréa dans la prévention secondaire des AVC. Alors la greffe, bon, faut nuancer, c'est-à-dire que la greffe à long terme va faire mieux, mais il faut avoir conscience que la période initiale post-greffe expose au risque convulsif lié à la cyclosporine, lié à l'hypertension qu'on peut voir, lié aux stéroïdes qu'on est amené à utiliser pour traiter une GVH éventuelle. Et donc, il y a un haut risque justement de ce PRES syndrome, cette leucoencéphalopathie réversible postérieure. Je vous en donne un exemple, c'est voilà le type d'image qu'on peut voir, hein, ça ressemble, oui, enfin voilà, c'est des lésions surtout occipitales qui ressemblent à des AVC, mais la différence, c'est qu'un mois plus tard, les images disparaissent. Donc, c'est pour ça qu'elle est réversible, postérieure, qu'elle donne une cécité corticale, des convulsions, et quel que soit en fait le taux de cyclosporine. Alors, on a vu qu'il y avait ce risque immédiat, et par contre, on a vu que c'était le meilleur traitement pour éviter les récidives. Effectivement, maintenant, avec un très grand nombre de greffes, on n'a pas vu apparaître de nouvelles lésions ischémiques en post-greffe. Mais évidemment, si les séquelles sont pré-greffe très importantes, vous voyez par exemple cet enfant greffé à Debré, il y avait carrément un trou dans son cerveau, bon, ça ne repousse pas malheureusement après greffe. De même, quand une cérébrale moyenne est complètement occlue comme ça ne se modifie pas après la greffe. Mais ça n'empêche qu'il n'y a pas de récidive d'AVC. Et par contre, si la greffe est faite plus tôt, à un moment, vous voyez, où on a juste une sténose là, de la cérébrale moyenne, eh bien, on peut espérer tout à fait une normalisation du calibre en post-greffe. Donc, d'où l'intérêt de dépister en fait ces sténoses avant qu'il y ait les AVC, parce qu'on sait que la récupération va être meilleure. Alors, un petit mot des AVC infracliniques. Hein, donc, on a vu ces lésions visibles à l'IRM. Vous voyez, ça peut être des petites lésions punctiformes comme ça, ou des lésions plus importantes au niveau des centres semi-ovales, c'est-à-dire c'est au niveau jonctionnel hein, entre les artères cérébrales antérieures et cérébrales moyennes. Donc, ça se voit à l'IRM. Il n'y a pas de signe clinique associé, mais ces lésions infracliniques en fait retentissent sur le plan cognitif. Ils peuvent progresser et il a été montré qu'ils étaient associés à un risque accru ultérieur d'AVC clinique. Alors en fait, je nuance ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tellement… Si, à mon avis, hein, c'est lorsqu'ils sont associés à des sténoses, à une artériopathie qui vont aboutir à un risque ultérieur d'AVC clinique. Mais s'ils sont isolés, à mon avis, ça n'augmente pas ce risque. Alors là, c'est un exemple, c'est une enfant qui venait pour une cholécystectomie dans le service à un moment où c'était encore le dépistage était encore mal généralisé. Et évidemment, avant de faire son échange pré-cholécystectomie, on voulait être sûr qu'il n'y avait pas d'anomalie au Doppler. Et bang, si, il y avait un Doppler pathologique. Donc, du coup, on a repoussé, on n'a pas fait l'échange ce jour-là, on a programmé l'IRM. L'IRM a montré cette petite lésion infraclinique et du coup, on a programmé angio-MR et artériaux. Bon, à l'époque, on faisait des artériaux parce qu'on n'était pas encore assez sûr des lésions à l'angio-MR, mais vous voyez, l'angio-MR et donc des sténoses des deux côtés, des siphons carotidiens. Et donc, tout l'intérêt, parce que cet enfant, vous voyez, on l'aurait saigné hein, pour préparer à sa cholécystectomie sans savoir qu'il y avait une vasculopathie cérébrale, on ne l'aurait pas saigné, enfin voilà, on risquait de lui faire un AVC par cet échange avec saignée initiale. Donc, d'où l'importance de connaître le statut Doppler artérieux, finalement, des artères cérébrales avant de réaliser aussi les échanges. Alors ça, c'était pour vous montrer que
c'était une étude multicentrique en France. Ça, en vert, vous avez la répartition des QI, des performances cognitives dans la fratrie. Donc, vous voyez, il y a une répartition gaussienne des QI dans la fratrie, et que par contre, en rouge, parmi les enfants drépanocytaires, il y a un excès de QI déficients, et que ces déficiences cognitives sont associées en fait à plusieurs facteurs, à une anémie sévère, donc là c'était l'hématocrite, mais ça pourrait être hémoglobine inférieure à 7 grammes, la thrombocytose et la présence de lésions anormales à l'IRM. Alors, quelle est la prise en charge des AVC silencieux? Il y a donc eu une étude réalisée par Michael DeBone en 2014 qui était importante. Il est parti, c'était une étude internationale à laquelle on a participé. Il a inclus les patients drépanocytaires ayant des lésions infracliniques à l'IRM, mais qui n'avaient pas de Doppler pathologique. Et on a randomisé 3 ans de programme transfusionnel versus abstention. Cet essai a entré donc près de 200 patients. Et dans le bras transfusé, il y a moins eu d'AVC et d'aggravation des AVC silencieux que dans le bras observation. Toutefois, la différence n'a pas été phénoménale. Si vous voulez, c'était un P à 0,04. Ça n'a rien à voir avec les petits P qu'on a observés, par exemple, avec le Doppler pathologique, les études d'Adams avec le Doppler pathologique. Donc, si vous voulez, parmi les drépanocytologues, si vous voulez, ça n'a pas induit un consensus en faveur du programme transfusionnel devant des lésions silencieuses. Il faut le prendre comme le risque-bénéfice, le rapport bénéfice-risque n'a pas été jugé suffisamment important pour justifier le programme transfusionnel. Ce qui est très dommage dans cet essai, c'est que l'hydroxyurée n'avait pas été testé. Donc, on reste un peu sur notre faim. Simplement, les AVC silencieux, il faut les interpréter quand même comme un signe de sévérité de la maladie, et ça doit inciter à pousser plus loin les examens et à discuter la greffe, l'intensification par hydroxyurée ou les nouveaux médicaments qui apparaissent. Donc, pour ce chapitre, on conclut que le risque naturel d'AVC était de 11% chez les enfants SS, mais que ceci a été très nettement amélioré grâce au dépistage par le Doppler et le programme transfusionnel. Qu'en aigu, le scanner est fondamental pour éliminer l'AVC hémorragique, qu'il faut faire attention dans le traitement à ne pas trop accentuer l'anémie et qu'il vaut mieux commencer par les transfuser un petit peu, que le risque cognitif existe dès le premier AVC, et que le traitement donc, le plus efficace pour éviter les récidives est le programme transfusionnel, puis la greffe si c'est possible, mais l'hydroxyurée est très utile aussi pour diminuer ce risque en absence de transfusion sécuritaire et abordable. Je pense qu'à l'avenir, il faudra vraiment tendre vers le typage HLA familial devant un AVC, devant une vasculopathie cérébrale. Merci Françoise pour ce partage de toute cette expérience, et ce qui nous permet donc, après ta conclusion, de donner quelques lignes de conduite pratique, en disant donc, pour te reprendre, que dans la situation optimale pour le diagnostic, il faut faire certainement dans le suivi des patients faire attention à ceux qui ont des risques particuliers, des patients à haut risque, pour peut-être être encore beaucoup plus vigilants, notamment quand il y a des antécédents d'accidents transitoires, quand il y a des antécédents de syndrome thoracique aigu récent ou bien un nombre important de syndrome thoracique aigu dans l'année. Lorsque le taux d'hémoglobine est trop bas, donc c'est les patients qui ont un profil surtout hémolytique, ou bien qu'il y a une tension artérielle systolique élevée. Donc, toutes ces conditions doivent être amenées à la vigilance
pour pouvoir explorer l'existence en tout cas d'une vasculopathie si ce n'était pas dans un cadre de dépistage systématique. Sur le plan clinique également, le diagnostic peut être posé devant un déficit moteur ou bien des troubles cognitifs ou d'autres troubles tels que les troubles du langage, etc. Dans tous les cas, la confirmation du diagnostic d'un AVC, qu'il soit cliniquement expressif ou bien infraclinique, c'est-à-dire silencieux, doit se faire par la densitométrie au minimum, le scanner donc, sans injection, pour éviter au départ de prendre le risque de tomber sur un accident vasculaire hémorragique. Donc, éviter l'injection. Et la meilleure situation, c'est de faire l'IRM ou l'ARM cérébrale afin de faire non seulement un diagnostic précoce que la TDM ne peut pas faire, mais surtout vraiment de pouvoir déterminer la topographie des lésions. Concernant la prise en charge en phase aiguë, il faut dans tous les cas faire un échange, une transfusion, au moins une transfusion simple, voire un échange transfusionnel. Et par la suite, donc, mettre en place un programme d'échange transfusionnel pour la prévention des récidives avec un taux d'hémoglobine S inférieur ou égal à 30%. Donc, tout ça est parfois difficile à réaliser dans un contexte de ressources limitées comme dans la plupart des pays africains, si bien que pour ce qui est du diagnostic, il est possible en tout cas d'appliquer les points 1, 2 et 3, au moins jusqu'au TDM, dans la plupart des structures. Je pense que dans les capitales africaines, on peut quand même faire l'IRM, voire l'ARM. Donc, si c'est disponible, il faut aller jusqu'au bout pour faire un diagnostic, en tout cas le plus complet possible. Par contre, pour la prise en charge, la réalisation des programmes transfusionnels peut poser problème. Dans tous les cas, il faut appliquer la recommandation en phase aiguë et dans la prévention des récidives, à défaut de pouvoir réaliser un programme transfusionnel tel qu'indiqué, mettre au moins le patient sous hydroxyurée en sachant que le résultat va être probablement en tout cas médiocre et beaucoup moins important que ce qu'on aurait avec un programme transfusionnel. Bon, la greffe, je n'en parle même pas parce que je crois que ce n'est pas disponible dans la plupart des cas. Voilà un peu ce que je pouvais proposer pour une conduite pratique en tenant compte de ce qui ressort de ton enseignement.